Assalamu alaikum, chers étudiants, chères étudiantes. On va démarrer une nouvelle capsule de notre cours de gestion financière. Lors de cette capsule, on va présenter les caractéristiques d'un projet d'investissement. Première caractéristique d'un projet d'investissement, c'est le capital investi. Tout investissement, on va laisser de côté l'aspect études marketing, études de faisabilité. Là, on s'intéresse juste sur la partie financière du projet. Pour la partie financière du projet, la première caractéristique d'un projet, c'est le capital qui sera investi. On doit estimer quelle est la somme qui sera investie. Est-ce qu'elle sera investie dans sa totalité au départ? Est-ce qu'elle sera investie en phase ou par phase, première année, deuxième année ou sur plusieurs tranches lors de la première année et ainsi de suite. Le premier élément à prendre en considération, à estimer pour tout projet d'investissement, c'est ce capital investi. Le deuxième paramètre qu'on doit prendre en considération, c'est la durée de vie estimée du projet. Est-ce qu'on va mener notre étude sur 3 ans? Est-ce qu'on va mener notre étude sur 5 ans, sur 4 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, sur 20 ans? On doit, en fonction de nos données, en fonction de nos contraintes et des contraintes liées au projet et de l'environnement du projet, déterminer quelle est la durée de vie probable et la plus adéquate pour l'étude du projet. Même si le projet peut être viable sur 20 ans, on peut le ramener à 5 ans côté études financières et par la suite, on va le valoriser à travers ce qu'on appelle une valeur résiduelle ou une valeur de sortie du projet. Outre cette valeur résiduelle, une autre caractéristique d'un projet qui est en relation avec la première des caractéristiques, c'est les flux de trésorerie générés par un projet. Tout projet, il va générer des flux de trésorerie, ce qu'on appelle communément en langue anglaise des cash flows ou des flux monétaires ou des flux financiers. Le premier flux financier, comme on l'a dit, c'est le capital investi. Et par la suite, il y aura soit des entrées, soit des sorties qui seront sous forme de salaire, qui seront sous forme de taxes à payer, d'autorisation. À chaque fois qu'il y a un flux monétaire généré par le projet, que ce soit un flux entrant ou que ce soit un flux sortant, on est en train d'évoquer des cash flows en relation avec notre projet d'investissement, y compris le dernier cash flow qui sera ce qu'on appelle la valeur résiduelle d'un projet ou la valeur de sortie d'un projet. Qu'est-ce qu'un capital investi? Un capital investi, c'est la dépense que doit supporter l'investisseur pour réaliser son projet. Le capital investi désigne le montant total des dépenses, pas forcément la dépense initiale, parce qu'un projet, comme j'étais en train de le dire, peut consommer la totalité de la dépense en relation avec le projet dès le départ, comme il peut, ou cette dépense peut être étalée sur le temps, sur plusieurs années ou sur plusieurs mois. La dépense d'investissement correspond alors au total des dépenses d'investissement que le promoteur engage jusqu'au démarrage effectif de l'exploitation de son projet, voire au-delà du démarrage du projet, lorsque des investissements sont nécessaires par la suite. Le capital investi, premier paramètre d'un projet d'investissement, le capital investi,
c'est la dépense que doit supporter l'investisseur pour réaliser son projet. Et ça désigne, ou il désigne, le total des dépenses d'investissement que le promoteur engage jusqu'au démarrage effectif de l'exploitation de son projet, voire au-delà du démarrage de son projet. Le capital investi, il va intégrer le prix d'achat hors taxe ou le coût de fabrication lorsque l'entreprise vend pour elle-même certains éléments si l'entreprise est déjà existante et elle compte ouvrir ou réaliser un nouveau projet au sein même de l'entreprise. Pourquoi j'ai évoqué le prix d'achat hors taxe? Parce que lorsqu'on est dans un cadre d'une entreprise qui démarre, elle bénéficie sur, si je ne me trompe pas, la première année, voire les 2 premières années, d'une détaxe, c'est-à-dire qu'on peut acheter ou réaliser nos investissements sans payer la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a un formulaire auprès de l'administration des finances qu'il faut remplir pour avoir une autorisation d'acheter certains biens sans payer la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l'investissement est énorme, la récupération de 20% qui correspond à la taxe sur la valeur ajoutée est importante et constitue une bouffée d'oxygène pour l'investisseur. Il ne peut pas la négliger. C'est ce qui va amener l'investisseur à opérer cette démarche pour bénéficier de la détaxe pour ses investissements. En plus du prix d'achat hors taxe, on a l'ensemble des frais accessoires en relation, par exemple, avec l'acquisition d'une machine, frais de transport, de montage, d'installation, de douane, parfois de formation ou d'investissement immatériel pour l'acquisition de licences, de brevets ou la constitution elle-même d'une entreprise à travers les frais d'établissement ou de constitution d'une entreprise. Pour les petites entreprises ou les petits projets, il est rare de trouver des dépenses liées à la formation du personnel. Quoique, sur certains domaines, on a des formations spécifiques pour le personnel et qui peuvent coûter cher. C'est encore plus d'actualité et ces dépenses peuvent être plus importantes lorsqu'on est dans des grands projets d'investissement. Reprenons l'exemple de Renault par exemple ou de certaines sociétés d'aéronautique sur la zone de Noissar à Casablanca. Lorsque ces entreprises d'aéronautique ou lorsque Renault-Nissan a décidé de s'installer au Maroc, ils ont négocié avec l'État marocain la constitution ou la construction de centres de formation professionnelle, soit à Tanger, soit ici en périphérie de Casablanca, la zone de Noissar. Pourquoi? Pour tout simplement que l'État prenne en charge la formation du personnel qui sera embauché par ces entreprises. Admettons que l'entreprise va démarrer son activité en 2013, Renault, 2 années ou 3 années ou 4 années auparavant, voire 5 années auparavant, lors de la phase de négociation, est-ce qu'on va réaliser notre usine au Maroc, à Tanger, en Algérie ou en Tunisie, où il y avait encore une période de négociation, quel est le pays le plus adéquat pour notre investissement? Ces entreprises, ces grandes entreprises, négocient avec les pays qui vont accueillir leur investissement la réalisation de ces centres de formation. Pourquoi faire? Pour éviter que l'entreprise elle-même fasse de la formation à son personnel. Elle va former une petite équipe, ça c'est l'entreprise qui va le faire, mais c'est cette petite équipe qui va former par la suite l'ensemble du personnel et ça sera fait au niveau de centres de formation financés par l'État. On peut se demander quel est l'intérêt de l'État à réaliser ces centres de formation. Comme vous le savez, actuellement, tout État cherche à
développer l'emploi et à diminuer le chômage. Parce que la stabilité des pays, parce que la croissance économique d'un pays dépend des nombres de postes occupés et du faible taux de chômage dans un pays parce que ça stimule la consommation, ça réduit les tensions sociales au niveau d'un pays et pour cette raison-là, les pays vont accepter alors de prendre en charge ces formations. Aussi, tout projet d'investissement, lorsque l'entreprise existe déjà ou qu'elle va démarrer son activité, elle va générer des dépenses qui sont liées à l'investissement. Ce n'est pas la dépense d'investissement elle-même, ce n'est pas l'acquisition de terrain, ce n'est pas l'acquisition de matériel, mais le fait d'avoir un stock de marchandises ou de produits finis ou de matières premières, c'est des flux qui sont immobilisés par l'entreprise. C'est des flux monétaires qui sont non exploités par l'entreprise. C'est de l'argent qui dort pour l'entreprise. Elle doit alors prévoir cet argent avant le démarrage de l'activité, soit qu'elle l'a et qu'elle va le mettre de côté pour qu'elle l'utilise, soit qu'elle doit aussi l'emprunter, cet argent-là, pour pouvoir démarrer son activité et ne pas tomber dans une situation d'incapacité d'honorer ses paiements. Je disais que la première composante est les stocks. Deuxième composante, c'est les créances d'exploitation. Comme on l'a vu dans notre cours de l'an dernier d'analyse financière, généralement, les ventes au niveau des activités commerciales et industrielles ne sont pas payées au comptant, mais ils sont payés souvent à crédit. C'est-à-dire qu'on vous livre la marchandise et on sera payé dans 30 jours, dans 60 jours ou dans 90 jours. Eh bien, ces créances d'exploitation constituent une lourdeur pour l'entreprise, une charge pour l'entreprise. C'est l'équivalent de l'investissement. C'est une somme que l'entreprise doit mettre de côté, doit avoir pour être en mesure d'accorder ses créances à ses clients. D'où elle peut l'avoir déjà de la dette qu'elle obtient auprès de ses fournisseurs, parce que ses fournisseurs, ils vont lui accorder des dettes. Une partie des dettes, elle va l'aider à financer ses exploitations et ses stocks. Et s'il reste quelque chose, elle va l'emprunter ou c'est les actionnaires qui vont l'apporter. C'est la notion qu'on a vue auparavant lors de notre cours d'analyse financière et qui fait référence aux besoins en fonds de roulement d'exploitation. L'augmentation de l'activité alors appelle un besoin nouveau et qui appelle lui-même un financement nouveau à prévoir. C'est une notion très intéressante et très importante lors de l'étude d'un projet d'investissement. C'est bien de prendre en charge, de prendre en considération les dépenses d'investissement, de formation, de frais d'établissement et d'investissement immatériel, mais il faut surtout ne pas oublier les dépenses en relation avec l'exploitation et notamment ce qui est en relation avec les stocks et les créances des clients ou les créances accordées aux clients. Minorer bien évidemment des dettes obtenues des fournisseurs. Voilà quelques éléments qui composent le capital investi. Prenons cette application, soit une entreprise qui a décidé d'acheter une machine dont le prix hors taxe s'élève à 100 000 dirhams et les frais d'installation sont évalués à 12 000 dirhams TTC et les frais de transport à 5 700 dirhams TTC. On nous dit aussi que l'augmentation du BFR est estimée à 14 000 dirhams
hors taxe. Et on nous dit que le taux de TVA pour la machine et les frais d'installation est de 20% et que le taux de TVA pour le transport est de 14% et on nous demande de déterminer le capital investi. Prenez votre crayon, un bout de papier et calculez le capital investi pour cette entreprise ou par cette entreprise. On a dit alors que l'entreprise a décidé d'acheter une machine dont le prix hors taxe s'élève à 100 000. Alors on va prendre en considération les 100 000. Par la suite, on nous dit que les frais d'installation sont évalués à 12 000 dirhams TTC. Et on nous dit que les frais d'installation subissent une TVA de 20%. Ce qui va nous amener à prendre les 100 000 plus les 12 000 divisé par 1,2 pour obtenir le montant en hors taxe. Il est de 10 000. Le transport est de 5 700, mais le taux de TVA sur le transport est de 14%, ce qui va nous amener à diviser les 5 700 par 1,14, 5 000 dirhams. Et l'augmentation du BFR est de 14 000, ce qui nous donne un capital investi de 129 000 dirhams. Deuxième paramètre lié à un investissement, c'est la durée de vie du projet. Lorsqu'on veut réaliser un projet, on va se poser la question sur la durée de vie probable du projet. Il y a certains projets qui sont de longue durée et il y a d'autres projets qui sont des projets saisonniers, comme des cafés par exemple saisonniers dans une station de ski ou sur une plage. C'est des projets qui ont une durée de vie de 6 mois ou liés à un événement, une coupe du monde, etc. Tout projet d'investissement a ses caractéristiques. Et entre ces caractéristiques, j'étais en train de dire que la durée de vie est une des caractéristiques d'un projet d'investissement. Il faut voir quel est le projet d'investissement qu'on est en train d'étudier et il faut voir quelle est la durée de vie probable du projet qu'on va qualifier de durée de vie économique de l'investissement. Elle représente la période pendant laquelle l'investissement est effectivement utilisé par l'entreprise et il engendre des cash flows. La durée de vie d'un projet représente la période pendant laquelle l'investissement est effectivement utilisé par l'entreprise et il engendre ou il occasionne des cash flows. Quand je dis il engendre des cash flows ou il occasionne des cash flows, ces cash flows, comme on l'a déjà vu, peuvent être des cash flows entrants ou des cash flows sortants. Sortants, c'est les investissements et les dépenses en relation avec le projet. Entrants, c'est tous les flux qui vont entrer parce qu'on a réalisé le projet. Si la durée de vie du projet est difficile à prévoir, on lui substitue la durée d'amortissement de l'équipement principal du projet. Par exemple, on a acheté une machine dont la durée de vie est de 7 ans ou 5 ans. Et elle nous coûte 1 million de dirhams. La durée de vie du projet est de 5 ans. On ne peut pas se projeter sur 20 ans, même si on sait que la machine peut être utilisée au-delà, par exemple, des 5 années. On va dire que la durée de vie du projet est de 5 ans. Et on va voir par la suite comment on va
valoriser le projet à la fin de ces 5 années, parce qu'il y a des techniques pour valoriser un projet d'investissement à la fin de la période. Les flux de trésorerie générés par un projet. Troisième paramètre pour un projet d'investissement. Les flux de trésorerie, dits cash flow en anglais, correspondent aux attentes de l'entreprise du projet d'investissement. Il s'agit de l'ensemble des recettes et des dépenses imputables au projet. Il s'agit de l'ensemble des recettes, c'est les chiffres d'affaires réalisés sur ou suite à l'exploitation du projet, et l'ensemble des dépenses, y compris les dépenses d'investissement, plus les dépenses en relation avec les charges salariales, plus d'autres dépenses en relation avec des assurances et avec d'autres frais financiers. L'ensemble des cash qui sont générés ou occasionnés par la réalisation du projet, que ce soit des cash entrants ou des cash sortants. Parfois, sur certaines études, on peut même s'intéresser à ce qu'on appelle les économies pouvant être réalisées au niveau de certains coûts d'exploitation. Lorsqu'on est en train d'étudier deux types de projets, on va dire que le premier type de projet, il coûte tant, mais le deuxième coûte tant et il nous occasionne une réduction de kérosène au niveau de la consommation d'un avion, etc., etc. C'est des économies pouvant être réalisées au niveau de l'exploitation d'un investissement. Gardez tout simplement à l'esprit que le cash flow ou que les cash flows correspondent à la totalité des recettes et des dépenses occasionnées par un projet. Tout argent qui entre ou qui sort du fait de la réalisation du projet doit être pris en considération au niveau des calculs. Le cash flow. Le cash flow est égal au chiffre d'affaires prévisionnel lié au projet, moins les dépenses supplémentaires liées à l'investissement. Techniquement, vous rappelez que des calculs et qu'on a calculé le résultat Oui, j'arrive. Ah oui. Ah. Je suis en train d'enregistrer mon cours après. J'étais en train de dire que le cash flow, lors de vos cours de S1 et de S2, vous avez calculé un résultat d'une entreprise. Et on a dit que le résultat d'une entreprise correspond à la totalité des produits moins la totalité des charges. Ou, précisément, résultat d'exploitation moins charge d'exploitation, résultat financier moins charge financière, ce qui va nous donner le résultat courant, plus les produits non courants moins les charges non courantes, ce qui va nous donner un résultat non courant. L'addition du résultat courant plus le résultat non courant, ça va nous donner un résultat avant impôt. Et vous allez le voir dans votre cours de fiscalité, il faut calculer l'impôt sur les sociétés, réduire ou minorer le résultat de cet impôt et on va trouver un résultat net engendré par l'investissement. Le cash flow, c'est ce résultat net engendré par l'investissement plus les dotations aux amortissements. Et comme j'étais en train de le dire tout à l'heure lorsqu'on a évoqué la notion du BFR,
on va prendre en considération plus ou moins le besoin en fonds de roulement. Prenons un exemple pour voir comment on va prendre en considération ce besoin en fonds de roulement. Vous voyez que j'ai présenté trois termes ici, BFR, variation du BFR et cash flow. Admettons que le BFR de l'année 1 est de 1 million de dirhams. 1 plus 1, 2 millions de dirhams. 1 plus 2, 3 millions de dirhams. 1 plus 3, 5 millions de dirhams. 1 plus 5, 5 millions de dirhams. Et 1 plus 5, 7 millions de dirhams. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le BFR en lui-même, mais c'est la variation du BFR, c'est-à-dire de combien évolue ce BFR et plus précisément combien d'argent on doit prévoir en début de chaque année pour que notre investissement ne bloque pas, pour qu'on ne soit pas dans une situation d'incapacité de paiement. La variation du BFR de la date de départ à la date 1, il faut prévoir 1 million de dirhams. On l'a mis avec moins 1 parce que ça correspond à une sortie de flux, à des flux sortants. Moins 1 million de dirhams. Entre l'année 1 et l'année 2, on va passer de 1 million de dirhams à 2 millions de dirhams. C'est-à-dire qu'on doit prévoir encore une fois un autre million de dirhams. Moins 1 million de dirhams. L'année suivante, notre activité va encore s'agrandir, nos stocks vont s'agrandir et nos créances envers nos clients vont encore augmenter. On aura besoin de passer de 2 millions à 3 millions, c'est-à-dire qu'on doit encore préparer un autre million. Il est là, moins 1 million. Et par la suite, l'activité va encore augmenter, on va passer à 5 millions de dirhams, c'est-à-dire qu'on aura besoin de 2 millions de plus. Ils sont là. Par la suite, on va rester entre la 4e et la 5e année. 1, 2, 3, 4, 5. Exactement, entre la 4e et la 5e année, on va rester à un niveau de besoin de 5 millions. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de préparer des sommes financières. On va rester sur les 5 millions qu'on a déjà prévus auparavant. Mais à la fin de la 6e année, ou plutôt au début de la 6e année, on aura besoin, parce qu'on va passer de 5 millions à 7 millions, on aura besoin de 2 millions supplémentaires qu'il faut prévoir. Vous voyez que la variation du besoin en fonds de roulement, elle est présentée par cette ligne-là. Pour l'année 1, on aura besoin de 1 million. Pour l'année 2, on aura besoin d'1 million supplémentaire. Pas de 1 million, on aura besoin de 2 millions. Mais comme on a déjà prévu le 1 million auparavant, on aura besoin de 1 million supplémentaire. La 3e année, on aura besoin de 3 millions. On a déjà prévu 2 millions, 1 million supplémentaire, 2 millions supplémentaires, 0 million supplémentaire et 2 millions supplémentaires. Le besoin en fonds de roulement ou la variation de besoin en fonds de roulement, comme c'est une dépense qui va nous permettre de réaliser notre activité, on ne va pas la prévoir en fin d'année parce qu'on va réaliser l'activité courant l'année. Cet argent-là doit être disponible en début d'année. C'est ce qui va nous amener à décaler cette dépense, qui est ici prévue ou qui est ici donnée pour une année N, pour la ramener au début de l'année. DN, c'est début de N. Moins 1, elle sera décalée ici. Moins 1, elle sera décalée fin N, c'est-à-dire début N moins 1, et ainsi de suite. L'ensemble des besoins en fonds de roulement seront toujours décalés. Ce qui nous intéresse, j'insiste, ce n'est pas le besoin en fonds de roulement. Même si c'est une donnée capitale pour un projet, mais ce qui nous intéresse, c'est la variation de ce besoin en fonds de roulement. De combien varie ce besoin en fonds de roulement. Et il faut savoir que à la fin de la période d'investissement, l'argent qui a été préparé
pour l'exploitation, pour servir à l'exploitation, pour servir au stock et à accorder des créances aux clients, il sera récupéré parce que le business est clos. Lorsqu'on va clore notre activité, lorsqu'on va clore notre business, forcément on va liquider les stocks et forcément on va récupérer les créances qu'on a sur nos clients et on va payer nos fournisseurs. Ça correspond à la récupération du besoin en fonds de roulement. Elle est là. La récupération du besoin en fonds de roulement, elle est égale au dernier besoin en fonds de roulement, 7 millions, soit c'est égal à 1, ou plutôt moins 1, moins 1. Moins 1, ça nous fait moins 3, moins 2, ça nous fait moins 5, moins 2, ça nous fait moins 7. Alors, on a dépensé ou on a préparé, ou on avait mis de côté moins 7 millions pour être en mesure de financer l'activité. On récupère nos 7 millions à la fin ou à la clôture de notre business. La ligne qui va nous intéresser au niveau de l'activité, c'est cette ligne-là, variation du besoin en fonds de roulement, c'est comme celle-là, mais avec aussi la récupération lors de la fin de la dernière année. Prenons un autre exemple. Prenez un crayon, du papier et allez-y, trouvez-moi la dernière ligne qui correspond à la variation du besoin en fonds de roulement. Alors, ça donne quoi? Un besoin la première année de 1 million. Un besoin la deuxième année, on va évoluer de 1 à 3, c'est-à-dire de 2 millions. On doit prévoir 2 millions. De 3 à 7, combien? 4 millions. On aura besoin de 4 millions. De 7 à 4, on aura besoin non pas de 3 millions, mais plutôt, on ne sera pas dans une situation de besoin en fonds de roulement, mais d'un excédent. On n'aura pas besoin, mais on va récupérer une partie parce qu'il y aura une baisse de notre activité. On va récupérer 3 millions. C'est-à-dire que avant la fin, tout à l'heure, c'était à la fin du projet, on a récupéré le besoin en fonds de roulement. Ici, c'est un cas exceptionnel. En milieu d'activité, l'activité a baissé. On n'a pas besoin de beaucoup de stock. On n'a pas besoin de beaucoup de créances accordées aux clients. On a récupéré une grande partie de notre besoin. On a récupéré sur les 7 millions, on a récupéré 3 millions. Par la suite, on va passer de 4 à 5, c'est-à-dire qu'on doit prévoir 1 million supplémentaire. Et la dernière année, on va passer de 5 à 12 millions de besoins, c'est-à-dire qu'on a à préparer 7 millions. La récupération, elle est de 12 millions, ce qui nous fait 1 million première année, 2 millions à prévoir deuxième année, 4 millions à prévoir troisième année. Là, il n'y a rien à prévoir, c'est une entrée, ce n'est pas un flux sortant, c'est un flux entrant, c'est pour ça que je le mets en vert, plus 3, je récupère une partie de mon besoin. Par la suite, je dois prévoir 1 million. Par la suite, je dois prévoir 7 millions et à la fin, je récupère la totalité de l'argent que j'avais mobilisé pour financer mon exploitation et qui est de 12 millions. Prenons une application, soit un projet d'investissement. Ce n'est pas une application qui est en relation avec le besoin en fonds de roulement, c'est une application en relation avec
cette partie du cours tout simplement. Soit un projet d'investissement réalisé début N+1 et comportant un matériel d'une valeur hors taxe de 240 000 et amortissable linéairement sur 5 ans. Et on vous dit que le BFR est estimé à 40%, à 40 000 dirhams plutôt la première année et qu'il restera stable par la suite. Les charges fixes hors amortissement ont été évaluées à 60 000 dirhams et sont supposées rester à ce niveau pendant 5 ans. Et les prévisions d'exploitation relatives à ce projet sont données par le tableau suivant. On vous donne le chiffre d'affaires pour chacun ou chacune des 5 années et les charges variables pour chacune des 5 années. Et il vous est demandé de calculer ou de déterminer les cash flows de l'investissement sur les 5 années. Mettez la vidéo en pause, prenez votre stylo, du papier et déterminez les cash flows. Bien évidemment, comme je l'ai dit auparavant, il faut calculer dans un premier temps le résultat déjà de l'exercice. Et ici, comme on n'a pas de données en relation avec la fiscalité, on va voir comment on va faire. Le cash flow, c'est le résultat net plus l'amortissement. Et pour trouver le résultat net, c'est le chiffre d'affaires, moins les charges variables, moins les charges fixes, moins l'impôt sur le résultat. L'investissement, on nous a dit qu'il est de 240 000. Elle est là. 240 000 début N+1. 240 000. On nous a donné le chiffre d'affaires. 350 000, 380 000, 310 000, 360 000, 280 000. On nous a dit que les charges fixes sont de 60 000 et qu'elles restent fixes sur les 5 années. Et on nous a donné les charges variables 140, 160, 150, 140 et 120. Et on nous a dit que l'investissement, que le matériel acheté est amortissable en linéaire sur 5 ans. 240 000 sur 5, ça nous fait 48 000. Et on a 48 000, 48 000, 48 000. On calcule alors notre résultat avant impôt. On calcule l'impôt sur le résultat, il est de 30%. Cet exercice, c'est une application ancienne avant la nouvelle réglementation fiscale qui propose des nouveaux taux. On a calculé alors 30% sur le résultat avant impôt. Ça nous donne 30 000 ici, 600. Ce qui me donne un résultat net de 71 400, 78 400, 36 400, 78 400 et 36 400. Qu'est-ce qu'il nous reste pour estimer le cash flow? Il nous reste à prendre en considération une donnée qui a été donnée ici. C'est le besoin en fonds de roulement, 40 000 dirhams. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste aussi à prendre en considération l'amortissement parce que le cash flow, c'est le résultat net plus la dotation aux amortissements. Alors, je rajoute les amortissements, ils sont là. Et on a le BFR qui est de 40 000. Est-ce que je mets 40 000, 40 000, 40 000? Non. On vient de dire avec l'application précédente sur le BFR que ce qui nous intéresse, c'est la variation du BFR. De combien a évolué le BFR? Il a évolué de 40 000, c'est-à-dire qu'on a besoin de préparer 40 000 en début de première année. Ils sont là, moins 40 000. Mais les années suivantes, le BFR reste stable, il n'y a rien à prévoir. On l'a déjà prévu la première année. Mais à la fin de vie de notre projet, on va récupérer les 40 000, ils sont là, plus 40 000. Le cash flow de la première année, ou du début de la première année, c'est l'investissement, 240 000, plus les 40 000, ce qui nous fait 280 000, avec un signe moins, parce que c'est une sortie de flux, moins 280 000. Première année, c'est résultat net, plus l'amortissement, il n'y a rien à prendre en considération.
Pareil, 78 plus 48, il n'y a rien. On ne prend pas en considération les 40 000, 0. Et ainsi de suite. Là, on va prendre en considération les 40 000, ça va nous faire 124 000. On a les cash flows sur les 5 ans de notre projet d'investissement. Il reste un dernier élément à prendre en considération, c'est la valeur résiduelle du projet. Qu'est-ce qu'une valeur résiduelle du projet? C'est que la machine qu'on vient d'acheter sur notre exemple et qui nous a coûté ici 240 000, à la fin de la 5e année, elle est certes totalement amortie, mais elle garde une certaine valeur parce qu'elle peut être toujours réutilisable par nous-mêmes ou si on décide de la vendre sur le marché. Cette valeur-là, c'est une composante ou une partie de la valeur résiduelle. Soit on décide d'arrêter notre projet, vendre la machine, on va voir combien elle va nous générer et on va le prendre comme valeur résiduelle après paiement d'impôts par exemple, par contre, parce que on va vendre la machine et on paye l'impôt sur la machine vendue et on va prendre la valeur résiduelle nette. Soit on va continuer notre activité et on va estimer au-delà de la 5e année, si on vend notre projet à quelqu'un, combien ça va nous générer. On va procéder à une valorisation, c'est un cours à part que vous allez voir plus tard en master pour ceux qui vont faire finance par exemple, et on va voir quelle est la valeur d'une entreprise ou d'un business. On le valorise et ça va correspondre à la valeur résiduelle du projet. Dans la majorité des cas, les immobilisations sont vendues. On parle alors de valeur résiduelle qui correspond à la valeur de cession du bien, objet d'investissement, à la fin de sa durée de vie économique. Et comme j'ai dit, pour estimer cette valeur résiduelle, il faut enlever l'impôt sur la plus-value éventuelle du projet. Sur ce, je vous dis à une autre capsule très prochainement. Très bonne journée ou très bonne soirée et au revoir.